On était à notre table et puis je leur ai dit, oh, c'est bizarre. En fait, pourquoi ils n'ont pas allumé la lumière ici? Ah, ouais, ils devraient allumer la lumière ici. Et j'ai senti un blanc. Wow. En fait, eux, ils voyaient que non, tu ne vois plus cocotte. Mais pour moi, c'était, il n'y a pas de lumière, c'est bizarre. Pourquoi les gens ils n'allument pas la lumière de notre côté? C'est là où tu as réalisé vraiment que tu avais perdu une partie Exactement. de ta vue. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Binta. Elle a choisi de ne pas se montrer à la caméra. Du jour au lendemain, Binta devient handicapée. Un gros chamboulement qui va redéfinir son quotidien, ses relations, sa carrière et sa manière de voir la vie aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nous en parler? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Binta. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va, merci. Avant de commencer, on a un petit rituel. Ok. C'est soit de répondre à une question ou de compléter une phrase. Ok. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, c'est un peu compliqué, je sais pas trop. Bon, tu peux poser une et puis l'autre et puis on verra, on prend la meilleure. Tu vas choisir. Non, mais ça. c'est plutôt pareil. Compléter une phrase, ça donne ceci. Je me sens moins seule quand? Ok. Je me sens quand je suis avec ma famille. D'accord. Et pourquoi? Parce que c'est les gens qui me procurent, on va dire, le plus de bonheur. D'accord. Qui sont toujours à mes côtés, peu importe les situations sur lesquelles je peux compter. Ouais, c'est génial. Et en fait, la question, ça allait plutôt, tu vois, dans le même sens, ça allait être, c'est quand la dernière fois tu t'es sentie moins seule. Tu vois. D'accord. Est-ce que déjà, tu peux commencer par te présenter, nous dire D'accord. qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? D'accord. Moi, c'est Binta. J'ai 36 ans. Je suis une femme de 36 ans. Je sais pas si je peux dire jeune femme, mais on va dire pour moi, je suis une jeune femme. Voilà. Ouais. Je suis une jeune femme de 36 ans. Je suis en études de masso-kinésithérapie. Et j'espère que cette année... Bon, normalement, cette année, c'est la dernière année. Mais bon, j'espère qu'en effet, ça sera la dernière année. Parce qu'il me reste... Ah, mais non. Il me reste mon clinica. C'est la fin de mon stage. Et ensuite, je dois passer mon mémoire. Et après, normalement, c'est fini. Beaucoup de courage et puis on te souhaite de décrocher ce diplôme Merci beaucoup. avec brio. Yes. Alors, Binta, le sujet qui nous réunit est moins fun et tu as choisi aujourd'hui de nous en parler. Et oui. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Peut-être qu'à ma voix, on le sent pas trop. Tu te diras, en vrai, peut-être que les gens, quand ils vont entendre, ils vont dire, ah ouais, elle le dit comme ça avec ce genre de voix-là. Mais bon, on va dire que je veux parler du fait d'avoir subi un AVC, d'être devenue aveugle et d'être devenue épileptique. Et un m'a donné, après l'AVC, j'étais hémiplégique, c'est-à-dire j'avais le côté gauche de mon corps qui était paralysé et j'étais en fauteuil roulant. Donc si on veut voir la chronologie, et je précise que je n'avais jamais été malade de ma vie. Et moi j'étais plus le genre de personne, même quand j'ai un peu mal à la tête, un Doliprane, je n'en prenais pas. Du coup c'est de cette partie de ma vie là que je voulais parler, dont je voulais parler. Ok, c'est très bien résumé. On a envie de revenir en arrière. D'accord. Pour aller pas à pas. Ok. Comment est-ce que survient l'AVC? C'était à quelle époque? Tu étais étudiante à l'époque, c'est ça? On va dire, ouais. J'étais étudiante. Enfin, l'AVC survient. Ok. Genre, ça a commencé assez doucement, je m'en rendais pas compte. Et c'est en ayant fait une visite chez l'ophtalmo qu'elle m'a fait un courrier me disant d'aller à l'hôpital en urgence. Et c'est quand j'étais à l'hôpital, j'ai été hospitalisée et 3 jours plus tard, j'ai fait un AVC. Waouh. Et en vrai, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien qui explique l'AVC. Un matin, je me suis réveillée. Je sais pas, honnêtement, je me rappelle pas. Je me rappelle juste de l'infirmière qui vient et moi, je lui demande pourquoi vous me touchez. Elle me dit, mais je ne vous touche pas. Je dis, mais si, vous me touchez, arrêtez de me toucher. Et sans sommet, elle dit, mais c'est vous qui vous touchez en fait.
En fait, c'était ma main droite qui touchait à ma partie gauche. Et moi, je ne savais pas. Je voyais la main qui touchait, mais je voyais... Pour moi, c'était pas moi. Et c'est en ce moment qu'elle a su que oui, c'était un AVC. Wow. Et ils m'ont envoyé, on va dire, ils appellent ça un déchocage. Et en fait, quand on a AVC, c'est comme je te dis, c'est du sang qui bouche une veine. Donc, quand c'est pris à temps, on te met un produit pour déboucher la veine. Mais, sauf que moi, c'était pas pris tellement à temps. Ça aurait pu être pire, mais on va dire, bref. En tout cas, mon cerveau avait déjà été atteint. Il y avait plein de cellules qui étaient mortes déjà. Et du coup, après ça, je me suis retrouvée paralysée du côté gauche. En fait, quand tu l'as, c'est comme il y a des gens qui font des AVC en regardant la télé. Tu regardes la télé, tu veux te lever et tu ne peux pas. Parce que ton côté gauche ou droit ne fonctionne plus. Ouais. Ça a été comme ça. Et tu le prends comment sur le moment? Tu dis à ton corps, mais à ta main, mais bouge. Mais puis elle refuse de bouger. Tu veux lever la jambe, mais ça veut pas en fait. Non, tu essaies, mais ça ne veut pas. Donc sur le coup, bien sûr, tu pleures, tu te demandes, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis après, tu as un peu d'espoir. En vrai, tu sais pas c'est quoi l'AVC au début. Et puis l'AVC, ça arrive toujours à de vieilles personnes. Ça n'arrive jamais à une jeune, quoi. Et donc, non, sur le coup, tu as peur, tu pleures, tu te poses des questions. Mais ouais, on va dire sur le coup, c'est dur. C'est très, très, très dur. Surtout quand on est jeune, on a tendance à se dire, la vie nous appartient. On ne peut pas s'imaginer qu'on puisse vivre de telles épreuves, surtout l'AVC. Tu vois. Et même on n'a pas conscience, tu vois. Moi, c'est tout récemment que j'ai vraiment commencé à prendre conscience de ce qu'est l'AVC et de l'impact que ça peut avoir. D'accord. Parce que je me disais, oui, c'est loin, ça ne me concerne pas et je regardais pas de près ce que c'était et ce que ça impliquait. Et d'où ma question de savoir comment est-ce que toi, tu le perçois à ce moment-là quand tu apprends que tu as ça. Et je suis d'accord avec toi que ça doit être très, très dur. Peur extrême et tout. Et elle est rayonnante, tu vois. On sent que, voilà, on voit qu'elle ne voit pas, mais on ne peut pas s'imaginer. En tout cas, elle dégage une certaine sérénité, une force, qui fait qu'on ne peut pas s'imaginer qu'elle a vécu tout ce qu'elle nous a résumé en 2-3 minutes. Et donc, Binta, quand tu réalises que tu es paralysée, tu es à l'hôpital, ça dure combien de temps? Tu restes à l'hôpital combien de temps? On va dire, en plus... Tout s'est enchaîné, c'était pendant le Covid, isolement. En plus. Donc j'étais isolée dans ma chambre, famille qui ne peut pas venir. Sérieux? Oui. Même pas une personne de confiance? Hôpital, non. Vous-même, vous étiez confiné chez vous. Oui, je me Moi, rappelle, c'était à l'hôpital. Une seule personne, même pas. C'est pas possible, personne de chez personne. Et je me rappelle à l'époque, dans le centre de rééducation, il y avait de vieilles personnes. Il y a juste une personne qui allait mourir et c'est juste sa famille qu'ils ont autorisé à venir lui dire au revoir. Mais sinon, non. C'était vraiment au tout début du Covid. Oui. Quand tout le monde était enfermé chez eux. Non. Je me rappelle de la période. Voilà. Du coup, je ne me rappelle plus trop de ta question. Oui, ma question c'était, tu restes combien de temps dans l'hôpital? Et parce que là, la rééducation, c'est après la paralysie. Et parce que là, dans l'ordre, je ne me rappelle plus exactement de l'ordre. Tu as parlé de l'AVC, de la paralysie, de la cécité. Et ensuite, il y a eu quelque chose après? L'épilepsie. L'épilepsie. Oui. Et donc, la rééducation, elle vient après l'épilepsie? Non. La rééducation, parce que quand tu as l'AVC, tu es paralysé. Je suis paralysée. 7 jours après, on m'envoie dans un centre de rééducation. D'accord. C'est là-bas que je fais de la kinésithérapie. Et c'est en cette période-là que c'est le Covid. D'accord. Et c'est pas trop... Et c'est là-bas aussi que je perds complètement la vue. Au bout de combien de temps de rééducation? On va dire au bout d'1 mois de rééducation. D'accord. Au bout d'1 mois de rééducation. Et on s'est expliqué pourquoi, durant cette phase-là, il y a un déclenchement qui fait que tu perds la vue. On s'est expliqué, les médecins? Et oui, en fait, c'est la tension que j'ai eue dans le crâne qui a appuyé sur mon nerf optique. Et mon médecin a expliqué ça comme si vous avez un tracteur qui vous passe sur la jambe.
savez, il y a des morceaux de jambes en fait. Donc, ce qui fait que mon nerf optique là, je perçois la luminosité. Je perçois la luminosité et puis certaines ombres. Donc, c'est un peu le morceau de chair qui me reste là, qui me permet de percevoir ça. Mais, on va dire, ça ne sert qu'à savoir s'il fait jour ou nuit en fait. Donc, en centre de rééducation, pour revenir à ta question, j'ai passé en tout 5 mois. 5 mois. Et oui. Et après ça, quand tu sors, c'est quoi ton quotidien? Quand je sors, tu vis la suite? Déjà à l'hôpital, ils ont trouvé que j'étais assez autonome. Parce que pendant la période du Covid, comme je vous dis, la famille ne pouvait pas venir pour faire la lessive. Donc déjà, je ne voyais pas. Je faisais ma lessive au lavabo, je séchais mes habits. Après, je les pliais bien, tout était nickel, mon lit était fait. Et ils ont trouvé que j'étais assez débrouillarde. Et même si en étant là-bas, j'ai eu une canne et j'allais en salle de rééducation seule avec ma canne. Donc, on va dire que je me suis, adaptée assez rapidement. Parce qu'à l'époque, tu penses que c'est passager. Personne ne perd la vue en 2 mois. C'est pas possible, en fait. J'ai dit ça, c'est pas possible. On ne peut pas vivre toutes ces épreuves-là en peu de temps. Donc, bof. Je suis aveugle en certains temps. Donc c'est ce que tu te disais, que ça allait durer qu'un certain temps. Voilà. Et puis je me dis, bof, ça va revenir. C'est des bêtises qu'ils me disent. Personne ne devient aveugle en si peu de temps. C'est pas possible. Donc on va dire que je me suis dit, bon, en attendant de recouvrir la vue, je vais pas rester dans mon lit à pleurer en fait. Oui. Fais ce qu'il faut pour t'en sortir. Et donc du coup, tu me disais, quand je suis rentrée chez moi, mon quotidien... j'ai commencé doucement à comprendre que je n'allais plus revoir. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit je reste dans mon lit et je pleure, soit j'essaye de me battre en fait. Et ça fait que non, je pense 3 jours, après peut-être qu'on en reviendra, mais j'ai eu des amis formidables, honnêtement. Déjà la famille normale, ils sont géniaux, comme toutes les familles, mais les amis... Peut-être que c'est une des leçons que je donnerai après. Oui. Les amis, entourez-vous des bonnes personnes. Mais vraiment des bonnes personnes. Mes copines, elles ne m'ont pas lâchée. Si, il y en a qui sont parties. Mais celles qui comptaient vraiment, elles sont restées. Elles sont restées et elles m'ont beaucoup, beaucoup soutenue. Je me rappelle déjà quand je sortais de l'hôpital, c'est une qui est venue me chercher au centre de rééducation. Liliane, je te fais un gros coucou. Ouais, salut Liliane. Salut Liliane. Et Liliane, elle est venue me chercher. C'est elle qui m'a ramenée chez moi. Et je sais que les 2-3 premiers jours, j'avais ma voisine aussi qui était une de mes amies, qui venait me donner à manger. Et je pense que le 3e jour, Liliane a dit non. Irma, c'est fini. Tu ne lui apportes plus à manger. Elle va se débrouiller. Et du coup, non. Elle m'a dit, voilà, tu connais chez toi, tu connais ta cuisine et tout. Tu te fais à manger. Et oui, j'ai fait à manger parce que j'avais pas le choix. J'avais une amie qui me boostait. J'ai des amis qui m'ont dit, peut-être que j'en reparlerai après, quand on parle d'amis, qui m'ont dit, mais non, en fait. Il y a celles, on va dire, je vais pas dire les mauvaises, mais qui m'ont dit, va rester chez tes parents et puis attends sous un arbre qu'on vienne te déplacer au fur et à mesure que le soleil tourne et tout. Et puis il y a celles qui m'ont dit, non, en fait, tu vas te battre. Tu vas pas rester à vivre d'allocation et tout. Non, tu es jeune, tu peux te battre. Et puis elles ont regardé plein de vidéos. Et puis elles me disaient, voilà, j'ai vu telle vidéo et tout. Il y a des gens qui sont aveugles, qui s'en sortent bien. Et on va dire, voilà, mon quotidien, c'était comme ça. J'avais un kiné qui venait à la maison parce que je n'arrivais toujours pas à bien marcher. Et du coup, ta famille, parents, frères, comment est-ce qu'ils te soutiennent dans l'épreuve? Je pense que mon père, lui, il est dans mon pays, je suis burkinabé. Mon père, déjà, on va dire que mon papa, il m'a toujours fait super, super confiance. Donc, quand on lui dit, je vais être aveugle, il me dit, bof, toi, ça va. Hein. Genre, en ne voyant pas, tu seras même plus forte que certaines personnes qui voient. Donc, bon, déjà, ça te met une certaine pression au passage. Donc, mon père, c'est comme ça qu'il réagit. Ma mère, comme toutes les mères du monde, elle est dans le déni. Même maintenant, elle dit, t'inquiète pas, tu vas revoir, t'inquiète pas, tu vas revoir.
C'est une mère, c'est comme ça. Et mon frère, bah, lui, il me soutient comme il peut. C'est le frère le plus génial du monde. Là, vraiment, peut-être que vous avez des frères et tout. Le mien, il est super génial. Le mien, c'est le genre de frère, quand tu reviens et que tu dis, ah ouais, il fait froid, j'aurais dû me payer des chaussons. Et qui te dit, mon petit doigt me dit qu'il y a quelque chose. Et que j'ai fait, et il te ramène les chaussons. En fait, le monsieur, il avait prévu que sa sœur aurait besoin de chaussons. Et il t'apporte des chaussons roses. Parce que les filles doivent porter du rose. Donc, du coup, c'est ce genre de frère-là. C'est le genre de frère, tu es en examen, qui ont été super difficiles. Tu vas le voir juste après tes examens et qui te dit, comme je sais que tu aimes la chikwang de la loco, je suis allée te chercher ça. Déstress, prends du coca, tout ça. C'est vraiment, il est super, super, méga, giga, génial. Oh, c'est adorable. Non, mais vraiment. Tu le dis, on sent que tu l'aimes vraiment. Ah non, on va dire, peut-être que pour le commun des mortels, ça va paraître bizarre. On dit toujours que ses parents, c'est les personnes qu'on aime le plus au monde. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas échelonner. Mais mon frère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Vraiment, c'est le meilleur des frères. Peut-être que là, on va dire que ce n'est que la moitié, même pas la moitié, on va dire les 0,1% ou les 0,1 pour 1000 des choses que je te dis que ce monsieur l'a fait pour moi. Il est juste génial, vraiment. Ouais. Juste génial. Ouais. Voilà. Ouais, c'est super. Du coup, c'est ton petit frère ou ton grand frère? Mon grand frère, c'est mon aîné. Ouais. Il y a 6 ans comment dire? Il y a 6 ans d'écart entre nous. Ouais. C'est génial. Voilà. Et d'ailleurs, toutes mes amies veulent le voler, mais je ne donne mon papy à personne. On l'appelle papy, c'est son surnom. Papy, il est à moi. Tu as bien raison. Il y a sa femme, il y a ses enfants, mais c'est mon papy. Tu as bien raison, il faut garder précieusement tout ce à quoi on tient et toutes les personnes auxquelles on tient. Maintenant, tes amis. Parce que tu as commencé à le dire, tu as certains amis qui sont partis. Et oui. Certains qui sont restés. Et déjà même, je voulais réagir par rapport à ça. Tu vois, même quand on ne traverse pas des épreuves aussi difficiles que celles que tu as vécues, on est emmené il y a un nettoyage naturel qui se fait au fil du temps. Plus les années passent, on n'est pas attaché aux mêmes personnes. Il y a des amis qu'on laisse derrière, d'autres qu'on redécouvre, ou on se crée un petit cercle restreint avec qui on évolue. C'est vrai. Et donc, c'est déjà naturel. Mais toi, dans ton cas, ça va peut-être se faire brusquement. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler et puis peut-être mettre l'accent sur le positif, les amis qui sont restés? D'accord. Je commence par lequel? Ceux qui sont partis, ceux qui sont restés? Comment ça s'est fait? Est-ce que déjà tu avais beaucoup d'amis? Comment est-ce qu'ils apprennent la nouvelle? On va dire que je pensais que j'avais beaucoup d'amis. C'est vrai qu'il y a certains signaux que je voyais, mais moi je suis un peu le genre de personne qui, on va dire, suit un peu, je sais pas comment dire ça. Je pense que, on va dire, je suis le genre de personne qui pense... tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau et tout ça. Naïve. Exactement, on va dire ça, exactement. Je suis super naïve et tout. Et donc, moi, c'est vrai qu'il y avait certains signaux que je voyais, des fois peut-être certains dénigrements, des choses comme ça. Mais je faisais pas du tout attention. Parce que pour moi, sur le coup, je me dis, honnêtement, moi, je trouve que, je vais pas dire envier, mais je trouve que la jalousie ou l'envie sont des sentiments tout à fait normaux. Du moment qu'on n'essaye pas de faire du mal à la personne en question. Parce que je pense que vraiment, c'est humain. On va dire, en gros, je suis pas celle qui a le plus réussi. Je vais même pas... Je pense que même d'un point de vue de chez nous en Afrique ou un peu dans le monde, on va dire que je ne suis pas le stéréotype de la personne qui a réussi. Là, je suis en train de refaire mes études. J'ai été malade. Comme je te dis, j'ai traversé tout ce que j'ai traversé. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. J'ai 36 ans. Je n'ai pas encore ma maison. Donc, on va dire, je ne suis pas le genre de personne qu'on peut envier. Mais le truc que j'ai, et Dieu merci, je suis hyper, comme tu l'as dit, je suis rayonnante. Et j'attire les personnes aussi bien que... mauvaise en fait. Et je pense que le fait de beaucoup attirer les bonnes personnes,
fait en sorte que les autres, ça peut créer une petite sorte d'envie. Après, je me... D'accord, du genre, t'envier du fait que tu sois toujours bien entourée, toujours peut-être heureuse, tu vis ta vie. Exactement, D'accord. c'est ça. Et donc, par rapport, je vais dire, aux mauvais amis qui sont partis, bah justement, je pense qu'ils restaient avec moi parce que j'avais beaucoup d'amis. Et c'était plus pour profiter de mes amis que pour ma présence, en fait. Donc, et eux, c'était plus le genre de personnes, quand j'ai perdu la vue, qui ont dit, bah, les gens vont s'éloigner d'elle, donc on n'a plus rien à tirer d'elle, quoi. Et puis aussi, il y a des gens qui ont eu honte de ma cécité. Genre se promener avec une aveugle, ça fait pas classe, ça fait pas stylé et tout. Quelqu'un qui est avec sa canne, tu vois, non? Ah Et ouais? puis il y a des gens, ouais, il y a des gens qui ont ce genre de pensée-là. Et j'ai même une amie qui me l'a dit, hein, je vais pas dire une amie, mais en vrai, pour moi, c'est plus une amie. Parce que déjà, elle s'occupait de personnes handicapées et elle avait trop honte de sortir avec eux. Et je pense que par ricochet, sortir avec moi, c'était compliqué. En effet, elle et moi, on n'est jamais sortis ensemble. Et le pire, c'est que moi, mes copines, les vraies copines, dont justement Jessica, celle par laquelle on s'est connus, elle s'est mariée et elle m'a demandé d'être une de ses demoiselles d'honneur. Ouais. Donc, vous savez, on a fait la danse et tout ça et tout ça. Peu importe, elle s'en foutait que j'ai ma canne. J'ai plié ma canne, je l'avais à la main. Elle s'en foutait. Et là, toutes mes amies qui sont proches de moi, elles m'ont dit clairement, Binta, quand on va se marier, rien à foutre. Chacune a donné ses exigences. Liliane dit, bon, moi en tout cas, mon mariage, tout le monde sera joli, hein. Vous faites vos régimes et tout. Il y a l'autre, Jessica du Burkina, qui me dit, rien à... Bon, je ne sais pas si je dois dire ça, rien à cirer. Peu importe, pour mon mariage, tu vas être ma demoiselle d'honneur et la chorégraphie, tu vas l'apprendre. Sauf que la fille en question dont je te parle, qui était ma copine, elle s'est mariée. Elle s'est mariée et pour son mariage, elle m'a demandé à moi de demander à une de mes amies à moi. On va dire ma copine, on va l'appeler Aïcha. Oui. Aïcha a demandé à Binta, qui est sa copine, que Binta demande à Irma, qui est la copine de Binta, est-ce que Irma veut être sa demoiselle d'honneur? Parce que, soi-disant, Irma, elle est grande et fine. Donc, elle va faire plus jolie, en fait, en tant que demoiselle d'honneur. Tu vois un peu le truc? C'est dur, Bon, Aïcha, c'est ma copine à moi. Oui, et ma copine elle te laisse, toi, son amie, pour demander à une amie à toi moi d'être sa demoiselle d'honneur. Donc, du coup, c'est vous dire que cette fille et moi, je ne la considère plus comme une amie. Mais comme je te dis, je ne suis pas le genre de personne à, après, détester les autres. Oui. Elle et moi, on se parle même. Je lui ai dit clairement ce que je pensais d'elle, ce qu'elle m'avait fait et tout. Mais, je sais pas, je lui parle. Je pardonne beaucoup, on va dire. Je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup. Donc, oui, on va dire, c'est plus ce genre d'amis-là, on va dire, qui sont partis. Qui sont partis. Voilà. Et tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux. Pas de jugement, mais tant mieux pour ta paix, tant mieux pour, c'est ça. Pour ta santé à toi, ta santé mentale, pour ton évolution. Ouais. Exactement. D'accord. Et maintenant, les bonnes, c'est comme je t'ai dit, je sais pas là, mais quoi que non, je les connais toutes en fait, je pourrais les citer. J'ai Liliane, Inès, Jessica d'ici, Jessica de France, comme je l'appelle, Jessica du Burkina, Eunice du Canada, qui ont toujours été présentes pour moi. Et il y a Fatou, elle, ça a été vraiment la surprise. Je veux dire, les autres, c'était une évidence. On était ensemble, c'était mes copines Voilà, on était ensemble, quoi. Et Fatou, il faut dire que Fatou, c'est une fille que je coiffais. Parce que pour me faire de l'argent à côté de mes études, je faisais de la coiffure africaine. Oui. Je la coiffais. Et l'année où je suis tombée malade, elle était au Sénégal. Elle avait pris une année sabbatique. Et quand elle est revenue du Sénégal, elle m'a appelée. Elle a dit, Binta, je veux que tu me coiffes. Je dis, aïe, cocotte chaud, parce que là, je suis à l'hôpital. Je lui ai expliqué tout ce qui se passait pas bien. Enfin, tout ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, ok, je viens te voir à l'hôpital. Le Covid, c'était pas encore au moment du Covid. C'était en décembre. Et le Covid, ça a dû commencer en janvier. Et donc,
janvier, elle venait me voir quasiment tous les samedis. Une fille que je coiffais, avec qui je n'avais aucun lien plus que le lien de coiffure. Elle vient, on discute. Pendant ce temps-là, je regarde Desperate Housewives avec elle. On discute. Et puis non, cette fille est allée une année au Sénégal, en année sabbatique. Et puis elle est venue, elle vient. Tous les week-ends, elle vient me voir. Et je me rappelle même à un moment donné que, genre, tu sais, j'avais pas de sous-vêtements, des choses comme ça. Et mon frère était là et je dis, est-ce que tu peux aller me les payer? Elle dit, si, je l'accompagne, comme c'est une fille. Et puis lui, c'est un garçon et tout. Ouais. Elle l'accompagne, elle paye avec mon frère. Et mon frère, il vient me dit, c'est Fatou qui a tout payé. Donc, on va dire que elle, c'est... J'ai même pas fini sur Fatou parce que Fatou, elle n'habitait pas loin de chez moi. Elle était à l'époque en télétravail. Fatou venait les mardis, les jeudis, les samedis, parfois les dimanches, marcher avec moi. Parce que après un AVC, c'est les premiers mois qui comptent en fait. Tu récupères tout, côté locomotion, en 6 mois. Après les 6 mois, c'est difficile de récupérer. Ouais. Donc, elle venait marcher avec moi. Et Fatou, c'est une femme qui a 3 enfants. 3 enfants qui étaient petits. Qui était en bas âge. C'est ça. Et qui trouve quand même le temps de venir marcher avec moi. Donc, ouais, génial, quoi. Ouais, donc, une révélation. Une révélation. Les autres, je vous aime. Hein, parce que je suis sûre qu'elles vont regarder écouter le podcast. Si, et elles vont comprendre. C'est ça. Ce que tu expliques, c'est que tu as eu toutes des amies géniales, mais il y a eu Fatou avec qui vous n'avez pas à la base fait la fac ensemble, les études ensemble. Et elle, voilà, ça c'est né comme ça, l'amitié est née de par ce que tu as vécu, c'est là où vous vous êtes rapprochés. C'est ça. Et tu as soutenu. Exactement. Ouais. Donc, et puis, non, j'ai fait de nouvelles rencontres quand j'étais... vu quand je suis revenue, je vivais seule quand je suis revenue de l'hôpital. Oui. Et du coup, quand tu reviens, la sécurité sociale fait en sorte que tu as des auxiliaires de vie qui viennent t'aider, genre peut-être pour les courses, des choses comme ça. Oui. Et moi, j'ai eu 2 auxiliaires, Angélina et Romane, avec qui on était vraiment super proches. Peut-être le lundi, mercredi et vendredi, elle travaillait pour moi. Et puis, elle pouvait venir samedi, dimanche, marcher aussi avec moi. Donc, on va dire que j'ai été vraiment entourée entre Liliane, Inès, toutes ces femmes-là. Honnêtement, je pense que, ouais. Et puis, je ne citerai pas celles qui sont parties. Non, pas besoin. Voilà. C'est génial, tu vois. On attire à soi ce qu'on est. Et je pense que de par la personne que tu es, tu as attiré naturellement des personnes qui ont eu envie d'être présentes pour toi pendant cette période-là. Et c'est peut-être comme tu dis, mais je le pense. Je pense qu'elles ont vu en toi cette personne que tu étais et ça les a confortées dans l'envie de te soutenir, de passer du temps avec toi. Pas forcément par pitié, hein, mais par compassion, par empathie, par amour. Exactement, je dirais plus par amour. Et aussi, parce que je pense qu'elles vont regarder, il y a eu Yveline aussi, qui est une amie de Fatou, qui a perdu la vue. Et Yveline, Fatou m'a mis en contact avec Yveline, et c'est justement grâce à elle que je fais mes études de kiné. C'est elle qui m'a orientée, qui m'a parlé de mon école et tout, qui s'occupait des déficients visuels. Et puis, franchement, merci Yveline. Ouais, j'ai rencontré de belles personnes, de très très belles personnes. Et toutes celles dont je n'ai pas cité les noms parce qu'on n'en finirait pas avec le podcast. Oui, totalement, totalement. Donc, on parlait des émotions, tu as parlé de la peur qui t'a animée, mais j'aimerais bien qu'on résume parce que tu as fait un cheminement. Au départ, c'était brusque. Ensuite, petit à petit, tu t'y es fait plus ou moins, entre guillemets. Tu as eu des gens qui t'ont entouré, tu as recommencé à vivre. Donc, est-ce que tu peux nous retracer comment est-ce que tu as vécu les choses émotionnellement? En quelques mots, oui. Waouh. Je ne saurais pas quoi dire. Émotionnellement, on va dire, c'est comme je te dis, j'ai eu peur dans un certain moment. Je pense que, en fait, la peur, ça revient tout le temps. Tu as peur, et puis après, tu te dis que non, la vie, elle continue. Je ne sais pas comment dire ça, mettre ça en émotion. On va dire, tu as peur, tu essayes de vivre, et puis après, tu te résignes. Et puis tu te dis, je fais avec. Donc en fait, ça a été
une montagne russe d'émotions. Ouais. Ouais, la peur, après tu es contente, après tu as peur. Et même jusqu'à présent, toujours, ça m'arrive d'avoir peur, hein. Ouais. Donc, je pense que ça part jamais. Ça ne Ça m'arrive. part En fait, pas. c'est comme tous les êtres humains. Mm. Je suis angoissée, des fois j'ai mal, des fois je suis en colère, des fois je suis hyper méga giga contente. Il n'y a pas il y a pas d'émotion particulière. Je suis triste, je peux être triste. En fait, on passe par toutes les émotions. Oui. Il n'y a pas d'émotion particulière. En fait, c'est comme tous les êtres humains, en fait. Parce que pour D'accord. moi, je suis comme tous les êtres humains. Je suis un être humain qui ne voit pas, mais je suis un être humain. Oui, mais oui. C'est ça. Et Binta, tu nous as dit, hein, tu es kiné aujourd'hui, enfin bientôt. Presque. Bientôt. Mhm. Et du coup, comment se fait, tu l'as dit, plus ou moins, c'est une amie qui t'encourage et qui t'emmène finalement à reprendre tes études, à basculer vers ça. Mais on peut se dire, comment est-ce que c'est difficile de l'apprentissage ou bien comment ça se passe? Parce que je ne sais pas me l'imaginer visuellement. Parce qu'en tant que kiné, tu vois, où le kiné, il manipule, il y a un côté visuel aussi. Donc, comment est-ce que tu t'y prends pour... Je vais essayer de résumer Oui. ça, franchement. Après le centre de rééducation pour la marche, je rentre chez moi. Après, je vais au centre de rééducation pour les yeux. Je vais dire ça simplement comme ça. Et dans le centre de rééducation pour les yeux, je vais régulièrement chez le psychologue. Et je veux qu'on détaboutisse ça. Je ne sais pas si on dit ça. Voir un psychologue, c'est pas que tu es folle en fait. Un psychologue, ça aide. Et dans notre culture, non, il faut pas aller. Moi, le psychologue m'a énormément aidée. Et là-bas, il me dit non, il y a une école pour déficients visuels, c'est l'AVH. Et je pense que vous avez les capacités de faire le boulot de masseur kinésithérapeute. Et c'est vrai qu'en rééducation, pour la marche, on m'avait dit qu'il y avait déjà un masseur kinésithérapeute aveugle. Et moi, je me disais, mais non, en fait, c'est pas possible. C'est tellement visuel et tout. Et c'est après, quand j'ai commencé mon école, que j'ai vu, en fait, l'histoire de la massokinésithérapie, au tout début, quand là, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, tout le monde est venu, les soldats étaient blessés, tout ça. Il fallait reconstruire le pays. Et il y avait des infirmières. Et maintenant, on a dit aux aveugles, ouais, le pays est en reconstruction, mais vous n'allez pas rester chez vous à ne rien faire. Venez et vous massez. Parce qu'il y a des soldats qui venaient avec, vous savez, ils étaient amputés, les membres fantômes et tout. Et ils avaient hyper mal. Et ça a commencé comme ça. Dans le nom de masseur. D'abord, ils ont commencé à être masseurs. Et après, on est devenu kinésithérapeute. D'où le nom de masseur kinésithérapeute. Et il y a un truc aussi que je veux détaboutiser. Oui, vas-y, c'est le lieu de... Tu vois, parce que même moi, je n'arrivais pas à le visualiser conceptuellement, tu vois. Et c'est très bien que tu puisses nous... En plus, tu es dans la pédagogie, comme tu expliques. Donc, ça nous permet aussi de déconstruire les idées reçues, tout ce qu'on peut s'imaginer, et même de faire prendre conscience à certaines personnes qui ont un handicap ou une situation, je ne sais pas qu'elles traversent, que c'est encore possible, qu'il y a des moyens qui sont mis en place. D'accord. Justement, quand je dis il faut qu'on détaboutisse, parce que moi aussi j'étais dans le cliché, un masseur kinésithérapeute, et même actuellement si vous allez chez le masseur kinésithérapeute, un masseur kinésithérapeute, en vrai, il ne masse pas beaucoup. Quand j'étais en centre de rééducation pour la marche et que je disais je faisais de la kiné, on me disait ouais mais c'est trop cool, on te masse. On m'a jamais massé. La kiné, je sais pas comment expliquer ça. Après c'est mon métier et tout. Je dirais que c'est tout un art. En fait le kiné, il s'occupe de tous les champs de la vie. Je dis tous les champs de la vie, comment expliquer ça? Toutes les étapes de la vie. Pendant que l'enfant il est tout petit et tout, genre on a besoin de kiné. À un moment donné, vous savez, on a par exemple les pieds bovarus et je sais pas comment expliquer ça. Les enfants vous avez l'impression qu'ils marchent sur les orteils un peu, les pieds un peu déformés et tout. Le kiné va agir sur ça. Là, je vais être succincte. Par exemple, les femmes qui accouchent, on fait de la rééducation du périnée. Donc, on ne masse pas.
Il y a tellement de trucs, genre... En fait, vous les guidez, vous leur dites de faire certains mouvements. Voilà. Ou bien vous faites vous-même les mouvements avec eux. Enfin, moi, j'ai déjà vu un kiné. On va te décrire les gestes à faire. Oui. Donc, est-ce que dans la description des gestes, tu vas les faire toi-même aussi ou tu vas être plus, toi, dans l'explication et la personne va mettre en place elle-même Je vais les faire et je vais les guider à la fois. D'accord. Par exemple, il y a un truc, vous voyez un truc tout simple et qui est tout bête. Les gens, en fait, là, quand je dis je suis kiné, ils me disent oh, j'ai mal au dos, tu vas me masser et tout. Sauf qu'en vrai, nous, en cours, on voit que, vous savez, les muscles de l'arrière du dos, ce sont les spinaux, les directeurs du rachis. Et les muscles qui sont à l'avant, ce sont les abdominaux. Oui. Bon, que tout le monde connaît. Oui. Et vous savez, le rachis, la colonne vertébrale, c'est comme le mât d'un bateau. Et le mât d'un bateau, il y a 2 parties derrière et devant. Et quand tu as mal au dos en général, c'est parce qu'il n'y a pas un bon équilibre entre l'avant et l'arrière. Ça, en général, quand tu as des lombalgies, c'est ça. Donc, masser, ça ne fait rien. Quand c'est comme ça, tu dois muscler tes abdominaux et à la fois muscler tes érecteurs du rachis. Okay. Ce qui fait que tu restes bien droite. Et tu vois, peut-être que là, les autres ne vont pas me voir, tu n'es pas avachie comme ça. Oui. Et c'est le fait d'être avachie, c'est ça qui fait en sorte que ton dos fait mal. Donc, en fait, voilà, c'est une idée reçue. Chez les kinés, on dit non, tu vas me masser. Mais justement, moi, quand un patient vient me voir, je lui fais travailler ses abdos. Justement, moi, je vois ce qu'il a comme pathologie. S'il a mal au dos, moi, je vais essayer d'agir. Et puis, c'est un peu comme la médecine. Hein. Genre, toi, tu essayes d'agir, mais c'est pas sûr que ça va fonctionner. Mais en tout cas, dans le principe, c'est ça. Et c'est ce qu'on nous montre, à l'école. Est-ce que Binta, tu aurais des anecdotes que tu as envie de partager avec nous sur cet épisode-là que tu as vécu? Des anecdotes. Donc, je me rappelle une anecdote. C'est que j'étais en centre de rééducation. Et vraiment, ce jour-là, j'étais avec ma kiné. Et je sais pas comment dire, j'ai commencé à pleurer. Et je sais qu'il y avait tous les kinés qui étaient là. Et il y a un kiné qui est venu me rassurer, m'apaiser. Et à l'époque, je percevais toujours les choses. Du coup, il me rassure. Mais les autres m'ont vu pleurer. Et il me dit, bon, je suis sur mon fauteuil. Il dit, bon, je vous envoie dans votre chambre. Sauf qu'on commence à blaguer, je commence à rigoler. Essentiellement, je vois un kiné, il s'appelle Thomas, je me rappelle. Et puis, qui tourne la tête et puis qui me regarde. Et puis, il se dit, mais elle est folle celle-là. C'est la fille qui pleurait il n'y a pas longtemps. C'est elle qui rigole comme ça. À dire, ouais, ça c'est une des anecdotes. Une deuxième anecdote. Honnêtement, un truc peut-être, je sais pas, je vais mélanger les trucs drôles, pas drôles. Voilà, quand j'étais en centre de rééducation, je sais pas, moi à ma table, il y avait que des garçons. Je dis même pas des garçons, c'était des papis. Ils avaient 84 ans, 82 ans. Du coup, voilà, moi j'étais la seule fille, la seule jeune fille. Et ces papis-là en question, en fait, je suis restée en contact avec la plupart de ces gens. Il y en a qui sont décédés actuellement, mais il y a un, on s'appelle quasiment, pas tout le temps, mais pour les fêtes et tout. Et donc voilà, une anecdote, voilà. J'étais la seule jeune avec mes papis. Toujours dans ce cadre-là, plutôt pas joyeux. J'étais assis avec eux, on était à notre table et puis je leur ai dit oh, c'est bizarre, en fait pourquoi ils n'ont pas allumé la lumière ici? Ouais, ils devraient allumer la lumière ici. Et j'ai senti un blanc. Wow. En fait, eux, ils voyaient que non, tu ne vois plus cocotte. Mais pour moi, c'était il n'y a pas de lumière, c'est bizarre. Pourquoi les gens n'allument pas la lumière de notre côté? Donc, c'était plus ça. Mais en fait, c'est là où tu as réalisé vraiment que tu avais perdu exactement. une partie de ta vue. Mais je sais pas. Il y a tellement de choses. Bon, bref. Non, mais c'est bien parce que je sais que même quand l'épreuve elle est douloureuse, il y a toujours de petites anecdotes comme ça qu'on vit. Et même dans la douleur, on peut rire ou autre. Et du coup, j'aime bien cette partie-là aussi pour voir voilà, les quelques trucs qui te viennent en tête que la personne a pu vivre. Et c'est bizarre parce que là-bas, c'est chaud parce que j'étais en centre de rééducation. Mais je pense que c'est l'une des périodes où j'ai le plus ri de ma vie. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui se passe en centre de rééducation. En fait, je ne sais pas comment les soignants font.
mais ils arrivent à faire en sorte que les gens, malgré ce qu'ils vivent et tout, ils arrivent à être heureux. Ce qui fait qu'il y a des gens, je vous assure, qui sont en centre de rééducation et qui ne veulent plus repartir chez eux. Parce qu'ils savent que chez eux, ils vont être seuls et tout. Oui. Parce que finalement, quand tu es en centre de rééducation, tu relativises beaucoup plus. Parce que tu te dis, je suis entourée des personnes qui me comprennent, qui vivent les mêmes réalités que moi. Alors que entre mes 4 murs, j'ai plus ce contact-là. C'est ça. Ou même si je vois d'autres personnes, peut-être qu'il y a ce décalage en termes de vécu qui va faire qu'elles ne vont pas percevoir les choses comme moi. Tu as tout compris. Ouais. C'est du style, quand tu es dans le centre de rééducation, on est entre nous handicapés. Donc tu es handicapé, je suis handicapée. Et quand tu sors, tu es face à un valide. Toi, tu es handicapé et le reste du monde est valide. Et du coup, tu te demandes, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour être... Bref, voilà quoi. Tu es, comme je te disais, hein, tu es brave. En fait, je suis heureuse même d'avoir cet échange avec toi et de te découvrir, de découvrir ton histoire. Et j'ai envie qu'on reparte de là avec des leçons. Je pense que quand on t'écoute, chacun en tire déjà des leçons. Mais si toi, tu avais envie qu'on retienne quelque chose de ce que tu as vécu, ce serait quoi? Beaucoup de choses. Déjà, débarrassez-vous des parasites qui seront avec vous, honnêtement. Ça sert à rien. Vous avez des amis qui sont bizarres avec vous. Jartez-les, mais rapidos quoi, rapidos. N'attendez pas qu'un truc de mal vous arrive. Déjà, les amis, entourez-vous de bonnes personnes. Et ça va être violent ce que je vais vous dire. Même dans votre famille, si vous voyez qu'il y a des gens qui sont négatifs et tout, ne les laissez plus s'approcher de vous. Ça, c'est la première leçon. L'une des deuxièmes leçons, c'est il ne faut jamais abandonner. En fait, il ne faut jamais lâcher. Parce que moi, je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver si j'étais restée chez mes parents et que je n'avais rien fait de ma vie. Genre, peut-être que j'aurais passé mon temps à pleurer et tout. Et non, peut-être que je serais vraiment devenue dépressive. Et à côté, je vous dirais... En fait, c'est important il faut se plaindre. Mais, vous savez, personne n'aime être à côté d'une personne qui passe son temps à se plaindre. Et, comment dire, je ne saurais pas comment dire, mais faut pas tout le temps voir la vie... faut pas tout le temps voir les mauvais côtés. Il y a aussi de bons côtés, en fait. Et, je sais pas, quand on est bien, on attire de bonnes personnes vers soi. Et quand on est tout le temps tristouné et tout, personne ne veut venir à côté de quelqu'un en fait qui est hyper triste. Donc, je sais pas, vivez, profitez de la vie. Et quel que soit ce qui peut vous arriver en fait. Et ne faites pas aussi attention au regard des gens. Parce que les gens, ils vivent pas votre vie en fait. Ils ont leurs problèmes. Et en fait, j'aurais tellement de leçons à donner. Les gens, ils jugent et tout. Et ils ne sont pas à votre place. Moi, par exemple, quand je suis là, au début, ça me faisait mal. J'entendais, oh, mon Dieu, elle est aveugle et tout. Ça me faisait mal. Mais maintenant, on me dit, oh, elle est aveugle. Je me dis dans ma tête, ouais, je suis aveugle et puis quoi encore. Et je continue ma vie, en fait. Donc, ne faites pas attention aux gens. Ne lâchez jamais rien dans la vie. Entourez-vous des bonnes personnes. Et c'est pas moi, vivez, c'est tout. Et un truc aussi que je voudrais dire, particulièrement si c'est la communauté africaine qui me regarde, le handicap, c'est pas une malédiction en fait. Le handicap, c'est quelque chose qui peut arriver, ça fait partie de la vie et tout. Et moi, je me rends compte qu'en tant qu'handicapée, peut-être que ça va te choquer, tous les amis que j'ai eus, donc que je me suis faite, ils sont blancs ou arabes. Aucun ami noir, aucun. Et ceux qui sont partis, ce sont des noirs. Les amis blancs ou arabes sont restés. Je dirais pas tous, mais tous ceux qui sont partis étaient des noirs. Je n'ai plus eu d'amis noirs. Donc, il faut essayer de... Comment dire de déconstruire, exactement, l'image qu'on a de la personne handicapée. Il faut que les gens de chez nous apprennent que non, le handicap, ça fait partie de la vie et que ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne vaut rien et qu'on ne peut rien faire de sa vie. Donc, ce serait ça. Et le deuxième truc sur lequel je veux vraiment insister,
voir un psychologue, ça ne fait pas de vous un fou. Totalement. Mais vraiment, et justement, je pense que il y a beaucoup de gens, ou même quasiment toute la population de chez nous, devrait aller voir un psy. Psy. Parce que c'est bien beau de se confier à sa tante, à son oncle et tout, mais n'ont pas les capacités en fait de t'aider. Il y a des gens qui font des études pour ça. Et qui peuvent aider vraiment. Et moi, le fait d'en avoir vu un m'a beaucoup aidé. Et je vous assure que je ne suis pas folle du tout. Non. En fait, moi, je sais pas, tu le vois pas, mais je souris parce que je suis tellement en phase avec ce que tu dis. Et on en a déjà parlé de certains épisodes. Je pense que ceux qui ont l'habitude, ils connaissent mon opinion sur le sujet. Faut pas hésiter à aller voir un psy, au fait. Et je pense que de plus en plus, voilà, cette idée-là commence à entrer dans les mentalités. C'est lent, mais les Africains, on va dire les Afro-descendants, comprennent que aller voir un psy, au fait, c'est pour leur bien-être. Parce qu'on est nombreux à traîner des traumas et à penser qu'on est bien portant. Et même quand tu parlais, j'avais envie de dire, en fait, finalement, peut-être qu'on est tous des handicapés sans le savoir. Non, clairement. Parce que tu disais, oui, moi, je suis handicapée, j'arrive dans un monde où les autres sont valides, mais si ça se trouve, on a tous un handicap, sauf qu'il n'est pas visuel, tu vois. Et parce que les gens ne se prennent pas en main ou ne voient pas l'importance de réparer certaines choses. On se dit... tu es un noir, tu dois pas pleurer. Non, toi, tu es un noir, tu dois tenir. Non, tu es un homme, pardon. Des trucs comme ça. Et ça conforte encore dans la bêtise, on va dire, de guillemets. Mais bon, bref. je suis totalement en phase avec ça. Faut arrêter à un moment donné. Faut se prendre en main. Et pourquoi je te disais, j'adore le fait que tu passes sur le podcast parce que tu viens encore nous montrer qu'il y a une autre réalité dont on parle peu, qui est l'handicap. Voilà, on ne va pas te laisser partir comme ça. D'accord. On a un dernier, voilà, comme j'ai fait le rituel de début, il y a aussi un rituel de fin. Et en fait, c'est un mot que l'invité précédente t'a laissé, que je vais te lire. Et tu feras pareil avant de partir. Donc, je te lis le mot. À chaque épreuve que tu réussiras à passer, souviens-toi qu'elle a existé parce que tu devais apprendre de celle-ci pour pouvoir mieux affronter celle de l'avenir. Car des épreuves, il y en aura toujours. Il faut juste savoir s'armer de courage et des leçons tirées lors des précédentes. D'accord. Ah, c'est beau. C'est beau comme message. J'avoue. Ouais. Enfin, c'est pas à moi de le dire. C'est à toi de dire comment tu le perçois. Mais je trouve que c'est vraiment... Elle a dit exactement ce qu'il fallait dire. Et... Non, je sais pas. Je n'aurais rien à rajouter. Il faut continuer. Ce qui devait arriver est arrivé. Et puis, on continue avec. Ouais, super. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire avant de partir? Est-ce que tu veux? Ça peut être dire merci à des gens, dire au revoir, dire voilà. Quel serait ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire merci à tous ceux qui m'ont soutenue. Merci aux meilleurs grands frères que la terre ait pu porter. Et puis franchement, ne vous prenez pas la tête. C'est comme on dit, ce qui doit arriver, arrive. Et puis on avance, on continue, quoi. On s'arrête pas. Go, 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 voilà. Super. Et merci Florence. Merci à toi. Moi, mon mot de fin, ce serait de te dire merci. Merci Binta. Merci pour ce que tu es. Merci pour cette découverte et aux personnes qui ont permis qu'on se rencontre aujourd'hui, que tu sois là. Merci pour cette belle leçon que tu donnes à beaucoup de personnes, à ceux qui vont regarder la vidéo, à ceux qui se sont dit parce que je vis telle situation, c'est la fin du monde. À ceux qui n'ont pas osé faire des choses parfois dans la vie, en se bridant soi-même ou en se bridant parce que y a le regard des autres. En tout cas, merci d'avoir accepté de partager cette partie-là de ta vie avec nous. Et on te souhaite beaucoup de belles choses. Merci. Une réussite pour ton diplôme et puis pour ta carrière. Merci. Je t'en prie.
Nous sommes à la fin de cet épisode de podcast. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire de Binta. Est-ce que vous aviez des idées reçues sur l'handicap, sur la cécité? Qu'est-ce qui vous a marqué dans son histoire? Et si vous aussi vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le podcast. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye!